Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Vincent Larivière, je suis professeur à l'Université de Montréal, où je suis titulaire de la chaire UNESCO sur la science ouverte et co-titulaire de la chaire de recherche du Québec sur la découvrabilité des contenus scientifiques en français. Depuis 2 décennies, mes travaux de recherche s'intéressent à la publication savante, à la diffusion des résultats de la recherche et à l'évaluation de la science et des scientifiques en général. Je travaille aussi également sur les enjeux d'équité, de diversité et d'inclusion dans la communauté scientifique. Les 3 capsules vidéo que je vais vous présenter visent à vous fournir des informations à la fois théoriques et pratiques sur les usages des outils numériques, des algorithmes et de l'intelligence artificielle dans un contexte de rédaction scientifique en mettant l'emphase sur les contenus scientifiques en français. Chaque capsule s'intéresse à un aspect du processus de recherche et couvrira à la fois certaines considérations générales, voire théoriques et éthiques, ainsi que des considérations plutôt pratiques. La première capsule s'intéresse à la découverte d'informations dans un contexte numérique. La seconde à l'usage d'outils qui permettent à la fois de synthétiser, de traduire et en fait d'aider au processus de rédaction. Et enfin, la troisième capsule s'intéresse au processus de diffusion des résultats ainsi qu'à la mesure de leur impact à la fois sur la science et sur la société. Bien que j'y présenterai certains outils, ceux-ci ne doivent pas être vus comme étant des absolus ou des incontournables. Les outils changent très rapidement et d'autres outils se créent, on pourrait dire, à tous les jours. En outre, il m'est impossible de couvrir tous les outils qui existent. C'est donc possible qu'il y ait certains outils que vous utilisiez que je ne couvrirai pas. Dans l'ensemble, les capsules visent à faire état des possibilités qui sont offertes par ces outils et de la façon dont ils changent notre mode de travail en tant que scientifique. Ça ne représente donc pas des tutoriels sur des outils spécifiques. Cette emphase sur les principes généraux et les possibilités s'explique aussi également par le fait que bon nombre de ces outils ne sont pas gratuits. Coûtent dans certains cas plusieurs centaines de dollars par année et donc dans leur version gratuite, ils sont souvent un peu limités. Notez que je ne discuterai pas d'outils qui seraient utiles à la recherche elle-même, à savoir des outils qui permettraient de générer des hypothèses, écrire du texte pour vous, créer des figures ou bien faire des analyses de données. Ces outils sont généralement propres à chacune des disciplines et il serait plutôt impossible en fait de faire un panorama qui serait à la fois juste et complet de tels outils. Enfin, je mentionnerai que les éthiciens et différents experts sur les enjeux sociaux de l'IA discutent encore de l'usage approprié qui pourrait être fait de ces outils. Malgré ces débats, il y a quand même des principes sur lesquels les experts s'entendent, les concepts de responsabilité et de transparence. En tant que scientifique, vous êtes ultimement responsable des contenus scientifiques que vous publiez. Et si vous utilisez des outils d'IA, et particulièrement des outils d'IA génératifs dans la création de contenu, vous devez être transparent et spécifier quel contenu a été créé et à partir de quel outil. Les universités, les revues et les maisons d'édition sont de plus en plus sensibles quant à cet enjeu et un manque de transparence à cet égard pourrait être considéré comme étant un manque à l'éthique de la recherche. La recherche d'informations scientifiques est essentielle au processus de recherche. Les documents colligés lors de la recherche d'informations permettent de dresser l'état de l'art d'un domaine, de faire le survol des connaissances sur un sujet et ultimement de situer la contribution de votre article dans la littérature existante. Historiquement, la recherche documentaire est un exercice assez complexe qui était fait sur des index ou sur des cartes en format papier, voire pendant une petite période sur des CD-ROM. Tout ça a été fait avec assez peu de profondeur historique et quand même une certaine étroitesse du point de vue des disciplines qui pouvaient être couvertes. Les choses ont changé il y a une trentaine d'années avec l'arrivée de l'ère numérique et de l'Internet. En effet, dans la quasi-totalité des cas, les documents savants sont disponibles en ligne avec leurs métadonnées. Et la recherche documentaire peut maintenant se faire sur des centaines de millions d'articles disponibles en ligne. L'arrivée d'indices de citation tels Google Scholar ou Microsoft Academic au tournant des années 2000 a significativement augmenté la quantité de documents qui pouvaient être trouvés du bout des doigts. Et la croissance des pratiques de libre accès a rendu en fait l'accès à ces documents beaucoup plus facile et non pas limité seulement aux gens qui avaient des abonnements. Les catalogues de bibliothèques ont également évolué, mais bon, bien que leur capacité à prendre ou à intégrer les algorithmes d'intelligence artificielle soit quand même assez limitée, ces catalogues représentent souvent la seule façon de trouver des monographies et des chapitres de livres, et particulièrement en fait des documents qui se trouvent à être dans la langue des chercheurs. Ainsi, une plateforme comme Google Scholar utilise des algorithmes afin d'augmenter le périmètre d'indexation de la littérature scientifique et ainsi d'assurer aux usagers la recherche documentaire la plus exhaustive possible. Cela explique pourquoi son usage est parmi les plus importants à l'échelle mondiale et en fait, Google Scholar est sans doute la plateforme la plus utilisée afin de trouver de la documentation savante. Par contre, au-delà du
filtrage par mots-clés ou du tri selon le nombre de citations, Google Scholar ne fournit pas vraiment d'outils avancés de recherche documentaire. Aussi, dans un contexte de recherche en français, Google Scholar indexe principalement des documents en anglais et oblitère en fait les articles qui ne sont pas publiés dans cette langue. Donc, bien que la plateforme se serve d'intelligence artificielle et d'algorithmes d'indexation assez avancés, le processus de recherche documentaire demeure assez classique et essentiellement, on peut chercher par mots-clés, par revue, par auteur, trier selon le nombre de citations et ça s'arrête là. À l'opposé, les plateformes de diffusion de revues savantes en français comme Érudit, Kern ou Open Edition sont beaucoup plus restreintes dans leur indexation et ont des fonctionnalités de recherche documentaire qui sont en fait limitées aux articles et autres documents indexés par ces plateformes. En outre, elles mettent l'emphase sur certaines disciplines et font également peu d'usage des outils avancés d'intelligence artificielle autres que dans le processus technique de création des documents. Par contre, elles représentent des ressources essentielles afin de trouver de la littérature scientifique en français. Mais en plus de contribuer à la mise en ligne et à la diffusion des documents savants, les algorithmes peuvent également jouer un autre rôle crucial dans un contexte où l'information numérique a explosé, c'est-à-dire aider les scientifiques à trouver des documents qui sont pertinents. En effet, trouver des articles pertinents à nos travaux de recherche, ça demeure une tâche ardue, particulièrement dans un contexte où il se publie environ 8 millions d'articles scientifiques chaque année. Un outil comme Connected Papers se sert de l'intelligence artificielle pour vous aider à trouver des papiers pertinents à vos travaux. L'outil crée un réseau d'articles associés à un article original, basé sur les liens de co-citation et de couplage bibliographique entre les articles. En d'autres termes, l'outil est basé sur les relations qu'ont les articles entre eux à partir des références qu'ils citent. Des documents seront donc reliés entre eux et considérés comme étant pertinents pour l'usager s'ils ont des références en commun ou bien s'ils sont cités ensemble dans d'autres documents savants. L'outil fonctionne d'une façon très simple. L'usager saisit dans la boîte de recherche soit l'identifiant unique d'un article, un mot-clé, le nom d'un ou d'une scientifique ou bien tout autre identifiant. Un réseau d'articles connectés à l'article original choisi apparaîtra ensuite, dans lequel l'usager pourra naviguer et ainsi trouver des documents savants reliés en termes de contenu à l'article original. Cette méthode permet donc aux usagers de trouver des articles pertinents qui n'auraient pas nécessairement été trouvés dans une recherche documentaire classique basée sur des mots-clés ou bien des noms de revues. L'intelligence artificielle est également bien présente dans l'outil consensus.ia qui cherche à mesurer le niveau de consensus lié à une question scientifique. L'outil se base sur plus de 200 millions d'articles scientifiques publiés dans tous les domaines, ainsi que sur l'algorithme de ChatGPT. À partir de ces documents et de ces algorithmes, il réalise la synthèse d'une question scientifique basée sur une dizaine d'articles qu'il considère comme étant les plus pertinents. Bien que dans un monde idéal, vous soyez des experts de votre sujet de recherche, force est d'admettre qu'un tel outil peut être utile lorsqu'il vient le temps de survoler une question de recherche ou de débroussailler la littérature scientifique. L'outil fonctionne d'une façon très simple. On saisit dans une boîte de recherche une question scientifique pouvant être répondue à partir d'une revue de la littérature. Notez que l'outil est beaucoup plus efficace dans le cas de questions scientifiques qui peuvent se répondre par un oui ou par un non, ce qui évidemment affecte le type de recherche documentaire que l'on peut faire. L'outil fournit ensuite une liste de références pertinentes ainsi qu'un bref sommaire des conclusions de ces études en lien avec la question posée. L'interface fournit également un indicateur du niveau de consensus sur cette question. Je reviendrai sur cet outil un peu plus tard dans la capsule suivante car ses fonctionnalités de résumé et d'analyse de texte peuvent aider à la rédaction scientifique. Finalement, vous avez peut-être noté que je n'ai pas discuté de ChatGPT que certains utilisent parfois dans la recherche documentaire. Mon avis sur cet outil est qu'il peut être très utile pour certaines fonctionnalités de résumé et de traduction, mais qu'il devrait être proscrit dans le cadre de la recherche documentaire. L'outil, en effet, est prompt à avoir des hallucinations, c'est-à-dire à vous proposer des références bibliographiques qui n'existent pas et qu'il a inventées de toutes pièces.